Les démonstrations de produits télévisés servaient autrefois de seul lien entre les fabricants et les consommateurs. Mais c'est justement cette méthode de publicité de masse et la responsabilité du fait des produits qui allaient, à l'occasion, croiser le chemin de la loi. Numéro 10. Début 2015, un produit unique a commencé à remplir les espaces publicitaires sur les écrans de télévision. Ce produit était la solution à un problème récurrent que de nombreuses familles rencontraient, les lits non faits. En plus de préparer leurs enfants le matin, de les nourrir, de les habiller, les parents devaient aussi gérer le reste de la maison, nettoyer après le petit déjeuner, ranger les jouets et remettre en ordre les lits en désordre. C'est cette routine chargée et la corvée incessante de faire les lits qui ont conduit à la création et au développement d'une solution nécessaire. À la fin de l'année 2014, Zipisac a été créé et développé par All Star Marketing Group. Et ce fut un succès immédiat. Conçu pour les enfants, le Zipisac, similaire à un sac de couchage, arborait des personnages de dessins animés amusants. La literie polaire à fermeture éclair permettait aux enfants de faire leur lit facilement et avec plaisir. Le sac était placé autour du matelas, ressemblant à un drap-housse à l'extérieur, tout en offrant chaleur et confort à l'intérieur. Les enfants devaient juste fermer la fermeture éclair sur la moitié du lit pour garder la chambre rangée. « Fini les lits d'enfants en désordre », disait le slogan. Après être passé dans des publicités télévisées, Zipisac s'est rapidement retrouvé chez les grandes enseignes, y compris Amazon, Walmart et Target. Ce fut un immense succès, mais comme pour tous les grands succès, il y avait forcément des imitateurs qui allaient surgir pour profiter d'une idée déjà existante, éprouvée et testée. En 2014, lors de la saison 5 épisode 18 de Shark Tank, Ali Carr et Jennifer McDonald ont présenté une idée qu'elles pensaient être un produit unique. Le produit un zipped bedding était un drap zippé et une couette intérieure. Dans l'épisode, les deux mamans ont expliqué que les enfants détestent faire leur lit, principalement à cause de la taille des lits, des draps et des couvertures. Au lieu de faire le tour de leur lit pour ajuster leur literie à chaque coin, ils laissaient être souvent la couette en boule dans un gros tas. Ali et Jennifer ont cherché à mettre fin à ce désordre sans se rendre compte qu'elles copiaient un produit déjà breveté. Dans l'épisode de Shark Tank, il a été révélé que la demande de brevet pour Zip-It était toujours en instance. Mais ils avaient déjà vendu 1000 ensembles grâce à un spot de 3 minutes à la télévision via la société Vue à la télé. La même entreprise qui diffusait des publicités pour Zipisac. Au moment où l'épisode de Shark Tank a été diffusé, Zip-It avait déjà réalisé 7500 $ de vente. Mais avec les dépenses, l'entreprise a subi une perte. Un fournisseur de literie intéressé envisageait une licence, et les entrepreneurs espéraient lancer le produit en magasin pour Noël. Zippé a ensuite été licencié à Antel Products Corporation, spécialiste du marketing de produits vus à la télévision. La concession de licence et la vente du produit ont suscité une vive réaction lorsque Zipisac a découvert que leurs produits avaient été copiés, promus et même licenciés par la société. En réponse, Locan, les créateurs originaux et LF Centennial Limited ont intenté un procès contre eux pour manquement contractuel et contrefaçon de brevet. Ont-elles a par la suite accepté d'arrêter la production du produit Zip-It Friends spécifique qui enfreignait les brevets de Zipisac. Ont-elles a été obligée de vendre le reste de l'inventaire, soit environ 80 000 pièces de Zip-It Friends. Mais la société a signalé une anomalie. Ils avaient oublié de mentionner les 119 000 unités, y compris le stock de commandes par correspondance qui était encore entreposé. Préoccupé par cette augmentation, Zipisac a demandé la destruction de l'excédent ou sa vente en dehors des États-Unis. Ont-elles a répondu en qualifiant Zipisac d'irraisonnable et a plutôt proposé des redevances sur les unités excédentaires. Les créateurs originaux de Zip Betting ont décidé qu'en raison de la violation de l'accord initial, ils poursuivraient Zip-It en justice. Après de longues discussions, le jugement final a statué qu'Ontel devait respecter les conditions initiales de l'accord. Le tribunal veillant à ce qu'il ne vende pas plus de 85 000 unités de Zip-It Friends. L'entreprise n'était pas tenue de verser de dommages-intérêts à condition qu'elle respecte le règlement convenu. Numéro 9. En 1974, un autre produit destiné à résoudre des problèmes allait inonder les marchés. Avant les smartphones et les contenus courts, les propriétaires de maisons se tournaient vers diverses obsessions, dont le jardinage. Les jardins de roses, pétunias et pelouses soignées étaient à la mode, mais un problème persistait. Oiseaux, taupes, pneus et chaussures transportaient involontairement les graines de mauvaises herbes envahissantes.
Les mauvaises herbes privaient le sol de nutriments, endommageant et faisant disparaître les plantes du jardin. Elles prenaient de la place et étouffèrent les fleurs. Cette année-là, Monsanto a créé un herbicide au glyphosate pour lutter contre la hausse des mauvaises herbes et l'a vendu à un public grandissant de jardiniers et spécialistes de la pelouse. La marque de cet herbicide était Roundup, l'herbicide le plus connu qui est encore utilisé aujourd'hui. Bien que la marque ait ensuite intégré des produits ne contenant pas de glyphosate, Monsanto a conservé les droits exclusifs sur l'ingrédient actif aux États-Unis jusqu'en 2000 date à laquelle leur brevet a expiré. Roundup allait bientôt être diffusé à la télévision, touchant un large public et devenant l'un des herbicides les plus utilisés aux États-Unis. Une publicité populaire a été diffusée à la télévision en 2003, montrant deux voisins entrant sur leur pelouse bien entretenue dans un quartier où chaque jardin se ressemblait. Ils sont tous les deux sortis et se sont tournés l'un vers l'autre dans une sorte de face-à-face. La caméra zoome sur la poche du premier homme, qui est équipé d'un pulvérisateur de Roundup, tandis que l'autre a une bouteille d'une autre marque d'herbicide. La caméra zoome ensuite sur des herbes poussant entre les dalles. Les deux hommes utilisent leurs armes chimiques pour pulvériser les mauvaises herbes, le Roundup étant le plus rapide des deux. Le sel d'isopropylamine de glyphosate agissait comme principal ingrédient actif, un ingrédient qui allait de façon imprévisible déclencher un procès plutôt sérieux. Ces dernières années, des études ont révélé que le glyphosate est bien plus dangereux que prévu. Mais les gens l'utilisent déjà comme produit ménager depuis des décennies. Les études ont révélé que le glyphosate peut non seulement provoquer un cancer, mais qu'il a aussi été directement lié au lymphome non-hodgkinien, un type de cancer du sang qui entraîne des tumeurs et peut affecter la moelle osseuse, le foie et les poumons. Les principales causes du lymphome non-hodgkinien incluent les herbicides et les pesticides. Fin 2022, la marque étant désormais détenue par Bayer, les formules de Roundup destinées aux particuliers n'incluaient plus cet ingrédient cancérigène. Mais cette suppression n'a pas suffi à calmer l'indignation qui a suivi lorsque plusieurs utilisateurs et acheteurs du produit ont découvert qu'il inhalèrent une substance cancérigène. Ce qui a aggravé la situation, c'est que Bayer avait trompé les consommateurs en présentant Roundup comme étant respectueux de l'environnement et sans danger. La décision sur Roundup est ensuite tombée dans 3 affaires majeures. La première a eu lieu en août 2018, lorsqu'un jardinier nommé Dwayne Johnson a reçu un diagnostic de lymphome non-hodgkinien. Il a reçu une indemnisation de 289 millions de dollars après qu'on a découvert que l'entreprise n'avait pas averti les consommateurs du risque de cancer. En 2019, Edwin Hardiman a également reçu un diagnostic de cancer, étant un utilisateur régulier de l'herbicide. Il a reçu une indemnisation de 26 millions de dollars. La dernière affaire qui a déclenché un procès majeur contre Bayer était celle d'Alva et Alberta Pilad, tous deux atteints de cancer agressif. Ils ont reçu 87 millions de dollars en compensation après qu'un jury a conclu que le Roundup avait joué un rôle significatif dans leur maladie. En 2020, le gigantesque procès a abouti à un règlement massif concernant plus de 100 000 poursuites liées au Roundup, ce qui représentait 10 milliards de dollars pour les réclamations existantes. Bayer a également engagé 1,5 milliard de dollars pour toute poursuite future qui continue d'être signalée aujourd'hui. Numéro 8. Derrière la société de production d'infopublicité, ITV Direct, se trouve le fondateur et président Donald Barrett. Il utilise ITV Direct comme plateforme pour promouvoir des produits qui auront uniquement un impact positif sur la vie des consommateurs. De nombreux produits de cette société concernent la santé ou la nutrition, comme des compléments alimentaires ou des produits destinés à prévenir les maladies. Barrett promouvait aussi des praticiens de médecine alternative comme Lauren Day, chirurgienne orthopédique spécialisée en traumatologie, qui recommandait des traitements alternatifs contre le cancer. C'est à cause des affirmations infondées du présentateur que lui et ses associés ont été confrontés à de vives controverses, surtout lorsqu'il a été découvert que certains des produits promus par ITV Direct faisaient plus de mal que de bien en donnant de faux espoirs aux consommateurs. L'un des segments que Barrett présentait concernait le calcium de corail, un produit vanté comme un remède miracle naturel par le prétendu expert médical Robert Barefoot. Le calcium de corail a été commercialisé au début des années 2000 comme un complément minéral auquel on attribuait la capacité de guérir des maladies graves, notamment le diabète, le cancer et même le sida. ITV Direct a promu de façon très agressive ce complément issu de récifs fossilisés, permettant à Barefoot de réaliser un bénéfice de 54 millions de dollars rien qu'avec les infos publicités.
Barrett a également mis en avant l'expertise d'Alejandro Guerrero, qui était aussi présenté comme un expert médical avec son produit Supreme Greens. Ils affirmaient que Supreme Greens était un mélange superalimentaire vert cru, non synthétique, biologique, 35 en 1, capable de guérir le cancer, la maladie de Parkinson, diverses affections cardiaques et même des problèmes auto-immuns. Mais ni Barefoot ni Guerrero ne détenaient de telles qualifications dans le domaine médical. Barefoot avait un certificat en technologie chimique et il s'est avéré que Guerrero ne possédait aucun diplôme de docteur en médecine orientale. Il n'a pas fallu longtemps avant que les arguments de vente d'ITV Direct et de son président attirent l'attention de la FDA, qui a d'abord adressé un avertissement à Barrett concernant les produits non autorisés qui étaient promus par son entreprise avec des informations fausses ou trompeuses. L'avertissement est arrivé en 2004 et portait principalement sur Supreme Greens. La lettre demandait à ITV Direct de corriger les éléments trompeurs. 2 mois plus tard, la FTC a choisi de ne pas envoyer d'avertissement initial et a simplement intenté directement une action en justice. La FTC a allégué que Direct Marketing Concepts, ITV Direct, et le président de l'entreprise avaient commercialisé à la fois Supreme Greens et Calcium de corail de manière trompeuse et mensongère. Les infopublicités prétendaient que les 2 produits pouvaient prévenir, traiter et guérir tous les cancers, maladies cardiaques et affections arthritiques. Ils étaient également présentés comme des produits pharmaceutiques pour la perte de poids, sûrs pour les femmes enceintes et les enfants dès l'âge d'1 an. Les poursuites judiciaires ne se sont pas arrêtées là. 3 ans après cette controverse, Barrett a de nouveau fait face à la colère implacable de la FTC, qui a poursuivi lui et son entreprise pour avoir déformé des citations. La cure de perte de poids, un livre de Kevin Trudeau, à travers une infopublicité réalisée dans le but de promouvoir ce livre. En 2008, ITV Direct a été tenu responsable de restituer des fonds en raison de la mauvaise commercialisation de Supreme Greens et Calcium de corail. Barrett et son entreprise étaient visés par la FTC, qui réclamait 55 millions de dollars. En août 2009, le tribunal de district a rendu l'ordonnance finale exigeant que Barrett et ses 2 entreprises paient un important règlement de 48,2 millions de dollars. En plus des informations trompeuses concernant un produit destiné à être consommé, le présentateur a également été reconnu coupable de facturer les consommateurs de manière récurrente sur leur carte de crédit et de débit sans leur consentement. Numéro 7. En 1986, le monde du fitness a connu un changement rapide lorsque Bowflex a été lancé sur le marché, la marque produisant une gamme de machines de cardio, de salles de sport à domicile et d'haltères réglables. Bowflex a été conçu à l'origine par un homme nommé Tessima Dosho Shifara, un étudiant en ingénierie éthiopien qui étudiait aux États-Unis. La marque a été commercialisée par l'entreprise Bowflex of America Incorporated, le premier produit fabriqué étant le Bowflex 2000X. La machine a remplacé le mécanisme traditionnel de poulie à poids par une combinaison unique de tiges en polymère. Après la fusion avec Stratford Software Corporation, le nom de l'entreprise a simplement changé pour Bowflex Incorporated et elle est rapidement devenue une société cotée à la bourse de Toronto. La marque et ses produits ont rencontré un succès immédiat, l'un des articles devenant la machine d'exercice qui s'est vendue le plus rapidement aux États-Unis. En 1995, les ventes stagnaient autour de 10 millions de dollars. Mais elles ont rapidement grimpé à 585 millions de dollars à la fin de 2002. Le succès de Bowflex peut être directement lié à sa publicité constante, à l'époque où la télévision était à son apogée. Mais en 2004, les machines Bowflex ont connu leur première vague de rappel en raison de problèmes mécaniques. Jusqu'à 800 000 unités s'étant cassées de façon inattendue, mettant les utilisateurs en danger de blessures. Les modèles Power Pro et Ultimate semblaient être les plus touchés parmi les machines Bowflex. La Commission de la sécurité des produits de consommation rapporte que les sièges de ces machines se sont cassés soudainement et que les dossiers se sont effondrés en position inclinée. L'entreprise avait volontairement procédé au rappel et offert à chaque acheteur un kit de réparation gratuit. 2 ans plus tard, la prochaine vague a frappé avec 17 000 Bowflex Ultimate, 2 retirés du marché pour des problèmes similaires. En 2007, près de 70 000 appareils de musculation ont été rappelés et 78 000 autres, en 2009, ont signalé des problèmes avec le rail du siège. Près de 2 décennies plus tard, l'entreprise a déposé le bilan et la société a été rapidement rachetée par Johnson Health Tech. En 2024, le fabricant taïwanais d'équipements de fitness a acheté Bowflex, qui à ce moment-là était connu sous le nom de Nautilus Incorporated. JHT possédait déjà les marques, dont Vision Horizon et Matrix, avec des produits dans plus de 60 pays à travers le monde.
La faillite du chapitre 11 à laquelle Nautilus a été confronté a servi d'opportunité pour l'ajouter à la longue liste. JHT a redonné à la marque son nom d'origine, Bowflex, un nom bien connu qui a ainsi été relancé. Cependant, la malédiction qui avait frappé l'entreprise des années plus tôt serait aussi ravivée. À peine un an après avoir acquis l'entreprise, JHT s'est retrouvé confronté à un recours collectif parce que l'équipement ne fonctionnait toujours pas comme il aurait dû. Plus de 3,8 millions d'haltères réglables Bowflex ont été rappelés cette année-là en raison d'un risque d'impact présumé. La plainte de 28 pages décrivait un véritable casse-tête. Il a été signalé que les haltères réglables Bowflex de 52,5 livres et ceux de 90 livres présentaient un défaut qui permettait aux plaques de poids de se détacher de la poignée pendant l'utilisation. Le détachement des plaques de poids a entraîné plusieurs blessures graves avec 111 cas de commotion cérébrale, d'abrasion, de fractures et de contusions. JHT a été contraint de rappeler les produits à la suite d'un procès pour avoir trompé les consommateurs. Il a été constaté que les articles étaient présentés comme sûrs et fiables, alors qu'en réalité, ils représentaient un danger pour la sécurité. De plus, l'emballage ne comportait aucun avertissement indiquant que les plaques étaient susceptibles de se détacher. L'entreprise a accepté de rappeler un grand nombre de produits défectueux qui avaient été vendus, mais s'est principalement concentré sur ceux qui avaient été vendus avant la reprise de Bowflex par JHT. La plainte soutenait que le rappel était insuffisant et qu'il faisait une distinction injuste entre les achats de produits effectués avant la reprise et ceux effectués après. JHT a également proposé un bon d'achat de 95 $, ce qui a également été jugé injuste, étant donné que le prix d'achat était d'environ 300 $. Un accord n'a toujours pas été trouvé dans ce recours collectif et les enquêtes sont en cours. Numéro 6. C'est Colin Sapir qui a fondé l'une des entreprises d'appareils de cuisine les plus populaires. En 2003, Nutrabullet a inondé le marché comme marque de Capital Brands. L'appareil était un mixeur, une machine de mixage personnelle dotée d'un extracteur de nutriments rapide. L'entreprise se vante de son design minimaliste, de ses composants pratiques et de ses récipients conçus pour s'adapter à tous les modes de vie, à la maison comme en déplacement. Préparation et nettoyage sont plus rapides et l'emporter partout est plus facile que jamais. Bien qu'il ait été créé des années plus tôt, la première infopublicité de Nutrabullet a été lancée en 2012 après une amélioration du design, mettant en avant une extraction de nutriments de 600 watts. Contrairement au design original qui se concentrait principalement sur le hachage et le mélange, Nutrabullet s'est focalisé sur les tiges, les graines et les peaux, en décomposant chaque élément pour libérer les nutriments. Les publicités de ce produit mettaient souvent en avant David Wolf, nutritionniste et personnalité télé, qui montrait son utilisation. Les publicités de Nutrabullet encouragèrent les téléspectateurs à boire leurs légumes, mettant en avant la rapidité et la simplicité de créer des boissons riches en nutriments, remplies d'ingrédients de qualité. Le produit est devenu l'appareil de cuisine qui s'est vendu le plus rapidement aux États-Unis. Après que Nutrabullet soit devenue une marque populaire, elle a cependant commencé à accumuler procès sur procès. Depuis 2014, l'entreprise a fait face à au moins 140 procès intentés contre elle parce que le blender haute puissance présentait un défaut malheureux et totalement inattendu. Les blenders sont déjà effrayants en soi. Le bruit assourdissant du moteur sert d'avertissement contre les lames tranchantes capables de couper les doigts. Nutrabullet a essentiellement rendu ce processus beaucoup plus rapide, ce qui allait entraîner toute une série de problèmes à lui seul. En plus de préparer des smoothies sains, le Nutrabullet avait aussi tendance à envoyer des utilisateurs pris au dépourvu en soins intensifs. Lorsqu'il explosait de manière imprévisible pendant l'utilisation, projetant des éclats de verre et des fragments métalliques dans les airs, sans épargner aucun passant. On a constaté que ce petit appareil portable chauffait fortement s'il restait allumé plus d'une minute. Ainsi, quand l'appareil explosait, il blessait l'utilisateur avec des coupures et le brûlait avec des aliments bouillants. Plus de 140 incidents impliquant des consommateurs ont entraîné des brûlures ou des plaies ouvertes qui les ont conduits à l'hôpital. Dans un incident documenté en 2022, un homme de New York préparait un shake protéiné avec le produit lorsque celui-ci a explosé et sectionné une artère de sa main. Et à la suite de cet accident quasi mortel, Nutrabullet a fait face à un procès majeur, déclenchant une enquête sur le produit et des poursuites judiciaires ultérieures. À la fin de l'année, l'entreprise a dû faire face à un recours collectif et a été obligée de verser
10 millions de dollars aux consommateurs qui avaient été blessés par le produit défectueux. L'entreprise avait déjà été alertée du problème d'explosion en 2011 lorsqu'un utilisateur avait été blessé. Cependant, la plainte n'apparaît pas dans la documentation du procès et rien n'indique ce qui a été fait, le cas échéant, sur l'instabilité du produit et son risque de blesser. Numéro 5. Au début de 2007, un nouveau type de produit pour enfants a conquis le monde. On les appelait les Bendies, parfois appelés Aquadots ou Beatos dans certains cas. Le jouet était fait de perles en plastique coloré qu'on pouvait assembler en formes variées et fusionner avec de l'eau. On les laisse sécher sur un plateau, puis on les accroche dans les chambres. Ce produit, conçu par l'entreprise canadienne de jouets Spin Master, permettait aux enfants de créer des images multidimensionnelles et colorées. Dès le départ, le concept semblait dangereux. Le produit, composé à 99% de petites perles, représentait immédiatement un danger pour les enfants. Parce qu'ils ne connaissaient pas les dangers d'étouffement, les enfants avaient tendance à ingérer ce genre de jouets. Malgré le défaut de conception, la production et la commercialisation ont continué sans que personne ne réalise le chaos à venir. Aquadot, les perles magiques pour créer, vaporiser et jouer, comme l'indiquaient les publicités. La publicité montrait aussi un tutoriel avec diverses formes et couleurs. Pas de chaleur, ni de colle ou de repassage salissant. Ça semblait tout simplement plus sûr et moins salissant que les loisirs créatifs traditionnels. Mais ensuite, ce qui devait évidemment arriver est arrivé. Les enfants ont avalé les perles, mais ce n'est ni l'étouffement ni les maux d'estomac qui ont provoqué l'émoi. Après avoir consommé les pièces, ils tombaient extrêmement malades. Certains faisaient des crises incontrôlables, d'autres s'endormaient, sans pouvoir être réveillés. Le nombre de signalements continuait d'augmenter, provoquant la panique et la déclaration d'une crise mondiale nécessitant une enquête approfondie. Il n'a pas fallu longtemps aux autorités pour remonter à la cause, et Aquadots a commencé à subir une vague de retrait. Il a d'abord été retiré du marché australien, puis nord-américain et bientôt européen. Il s'est avéré que ces jouets pour enfants très populaires étaient fabriqués dans une usine chinoise où un produit chimique bon marché était utilisé, appelé 1,4-butanediol, qui rendait les perles collantes. Mais lorsqu'il est consommé et métabolisé, le 1,4-butanédiol se transforme en gamma-hydroxybutyrate, GHB, mieux connu sous le nom d'ecstasy liquide, qui est souvent utilisé pour des agressions sexuelles facilitées par drogue. Ce produit chimique a un effet sédatif et la capacité de provoquer des pertes de mémoire, et des milliers d'enfants à travers le monde en ont consommé. À la fin de 2007, 4,2 millions de kits de bricolage ont été rappelés, tous ayant été trouvés contaminés par du GHB. Les parents ont porté plainte, le monde entier a été indigné et Aquadots a fait face à un procès majeur. L'entreprise a écopé d'une amende civile de 1,3 million de dollars, en plus de multiples poursuites pour préjudice corporel. La plupart des dommages avaient été réglés d'ici 2015, une famille ayant obtenu 435 000 dollars de dédommagement après que leur enfant soit tombé dans le coma, accumulant 58 000 dollars de frais médicaux. Numéro 4. Fred et Natasha Ruckel étaient fascinés par la façon dont leur chat Yoda adorait jouer sous un tapis froissé dans leur maison. Fascinés par l'enthousiasme du chat, ils ont créé un jouet interactif pour chat fondé sur ce concept. En 2015, ils ont lancé l'entreprise Snugglycat, qui assurait la commercialisation de leurs produits Ripple Rug. Le jouet proposait un espace polyvalent pour chats, reproduisant leurs besoins de chasse, de cachette et de toilettage. Ce produit était d'autant plus attrayant car fabriqué avec des matériaux recyclés. En 2025, l'entreprise a recyclé plus de 6 millions de bouteilles d'eau en plastique en Amérique. Les Ruckels ont obtenu un brevet pour leur produit après un long processus entamé en 2015 et qui s'est achevé en 2018. Le Ripple Rug comprend 2 couches avec du velcro et des trous, permettant aux propriétaires de personnaliser la forme du tapis. L'entreprise offrait aussi diverses couleurs et tailles. Le site web se vante d'employer 122 travailleurs américains pour fabriquer leurs tapis interactifs. Mais encore une fois, les produits à succès finissent toujours par être copiés et imités par des contrefaçons bon marché. Et c'est exactement ce qui allait arriver avec Ripple Rug. Mais la contrefaçon ne s'est pas vraiment matérialisée. Fred s'était installé devant la télévision lorsqu'une publicité a interrompu le programme. C'était un jouet pour chat à l'apparence familière qui a tenu le fondateur en haleine, essayant de comprendre.
Il s'est rendu compte que le jouet présenté sous le nom de Pure and Play ressemblait étrangement à son Ripple Rug. En y regardant de plus près, il a découvert qu'il s'agissait en réalité du Ripple Rug, comme l'indiquait l'étiquette visible à plusieurs endroits. Les Ruckels ont rapidement découvert que le Ripple Rug était également en vente sur eBay pour 20 $ de plus que leur propre prix. Mais ce n'était pas eux qui l'avaient mis en ligne. Les imitateurs ne modifiaient même pas le produit lui-même. Ils faisaient la publicité de l'original et augmentèrent le prix pour empocher la différence. C'était un combine classique d'intermédiaires. Du moins, c'est ce que pensèrent les Ruckels. La société a rapidement découvert que cette autre entreprise, Pure and Play, faisait la publicité d'un produit qu'elle n'a jamais livré. Les acheteurs n'ont jamais reçu leur jouet pour chat, suscitant l'indignation. Entre 2017 et 2018, Snugglycat et la société qui commercialisait Pure and Play, Optor Communication, étaient engagés dans une bataille juridique. Les Ruckels poursuivaient l'entreprise pour avoir utilisé leur publicité pour vendre un faux produit et tromper les clients. C'était une arnaque de l'appât et de la substitution, insistait Snugglycat, utilisant leur image et produits déposés pour fabriquer une contrefaçon trompant le public et les créateurs. À la suite de l'action en justice, Optor Communication a été contraint de retirer Pure and Play du marché. Snugglycat, n'ayant plus les ressources nécessaires, a dû abandonner la procédure judiciaire. Optor Communication n'a plus jamais fait de publicité pour le jouet interactif, mais reste en activité. Numéro 3. Au cours des années 1950 et 1960, un jeu populaire est apparu à travers les États-Unis. Et il mêlait le jeu de fléchettes aux activités de plein air. Les jarts, également connus sous le nom de fléchettes de jardin ou fléchettes javelot, ont évolué à partir du jeu de fléchettes traditionnel et de la plumbata romaine. Les grands jouets pointus en forme de fléchettes ont été fabriqués par plusieurs grandes entreprises. Mais le jeu était surtout lié à RB Jart Incorporated. Son objectif rappelait celui des fers à cheval et du jeu de fléchettes classique. Les consommateurs pouvaient acheter ces objets de 30 cm avec un embout métallique lesté et 3 ailettes en plastique, leur permettant de planer et de s'enfoncer là où la cible était placée. Le jeu a été annoncé à la télévision, incitant rapidement les téléspectateurs à acheter des ensembles et lançant une tradition nationale autour des jarts. Le jeu a vite eu du succès, mais consommateurs et fabricants ont rapidement constaté le défaut de conception. Les tiges métalliques de la fléchette devaient être assez pointues pour s'enfoncer dans le sol, et elles l'étaient. Cependant, les fléchettes géantes étaient assez pointues pour provoquer de graves blessures, des traumatismes crâniens et des plaies béantes lorsqu'elles frappaient quelqu'un en tombant comme des lances métalliques. Lors d'un incident, une victime a souffert d'une lésion cérébrale après qu'une fléchette a glissé vers sa tête. 3 jeunes ont aussi été tués dans un autre incident. Cependant, ce furent les seules blessures mortelles liées à ce jeu. Mais les jarts ont causé plus de 6100 blessures au cours de leur existence, entraînant plusieurs poursuites judiciaires, des mesures réglementaires et finalement une interdiction nationale. Le dernier catalyseur étant le 3e décès signalé en 1987. À la tête de la protestation publique, David Snow, père de la victime, exigeait la réglementation ou l'interdiction des jarts. La Commission de sécurité des produits de consommation a officiellement interdit la vente en 1988. Des poursuites et recours collectifs ont entraîné des indemnisations pour blessures corporelles. Mais même après les rappels et la controverse, la vente illégale de ces fléchettes de jardin dangereuses a continué, entraînant encore plus de blessures et de décès, même à l'époque moderne. Les jarts ont ensuite été désignés comme le jeu de lancer le plus mortel de l'histoire, chaque aspect du jeu constituant une véritable recette pour le désastre. Flexseal, la marque américaine d'adhésifs, propose une variété de produits adhésifs. L'entreprise familiale Swift Response a été fondée en février 2011, dirigée par le porte-parole et directeur général Phil Swift. Flexseal proposait plusieurs types de matériaux de collage et de réparation basés sur le concept du caoutchouc liquide, notamment FlexShot, inspiré du pistolet à calfeutrer, FlexTape, qui offre une étanchéité, et FlexGlue, un produit polyvalent qui sert d'adhésif universel. Flexseal, en plus d'être coûteux, est aussi devenu un mème populaire sur Internet. Les démonstrations du produit dans les publicités étaient jugées comiques. Souvent présenté dans des conditions improbables ou absurdes, il attire d'autant plus constructeurs, bricoleurs et passionnés. Des publicités montrent un bateau réparé après que des boulets de canon ont percé de grands trous dans la coque.
Un autre scénario a utilisé Flexil pour transformer un pick-up en embarcation. Ce que Phil et les fabricants ont omis de révéler, malgré l'humour, c'est que le produit était en réalité extrêmement dangereux et incroyablement toxique. On a découvert que Flexil est chimiquement similaire à l'asphalte, un cancérogène qui peut s'avérer toxique en cas d'exposition. Le Flexiol peut causer des dommages permanents aux organes internes en cas d'ingestion et provoquer des lésions oculaires ou la cécité s'il atteint les yeux. Il a été prouvé que Flexil nuit à la santé des consommateurs et présente aussi des défauts de conception ayant entraîné des règlements mineurs. Un utilisateur manipulait une bombe aérosol de Flexil quand elle s'est enflammée spontanément, projetant une matière quasi permanente dans le garage et sur la voiture du propriétaire. Les vapeurs du produit peuvent également provoquer des incendies instantanés. Grâce à son système facile à utiliser, Flexil est devenu la solution privilégiée pour des réparations évitant des interventions coûteuses. En 2021, par exemple, la famille Jaramillo a passé une journée pleine de divertissement à Adventureland Park et est montée à bord d'un radeau sur le Raging River. Presque immédiatement, le radeau a commencé à se remplir d'eau, ce qui a fini par le faire chavirer. La famille à l'intérieur a été projetée contre les parois de l'attraction, ce qui a entraîné des fractures, des blessures de graves et un décès. Il a été découvert plus tard que des trous au fond de ce radeau avaient été mal réparés avec du Flexil, utilisé comme substitut bon marché aux matériaux approuvés par le fabricant. Bien que la plainte vise Adventureland Park, Flexil reste responsable. L'image d'une solution facile à utiliser, durable et apparemment permanente a fortement contribué à cet événement. Mais le produit allait faire l'objet de son lot de poursuites judiciaires dès 2017. Cette année-là, un autre consommateur a poursuivi la société après l'explosion d'un aérosol transparent, Flexil, causant des brûlures chimiques sur les mains, bras et cou de l'utilisateur. Depuis, le produit a fait l'objet de plusieurs procès mineurs en raison de dysfonctionnements, avec des règlements allant de 5 000 à 10 000 $, numéro 1. La publicité annonçait que la Ford Pinto permettait aux acheteurs de dire adieu aux frais d'entretien supplémentaires. Cela s'explique par le fait que la Pinto consomme 2 fois moins d'huile que le modèle importé le plus vendu de l'époque. Le présentateur affirmait que les freins étaient auto-ajustables et que sa peinture n'avait presque jamais besoin d'être cirée. Les matériaux qui constituaient la majeure partie de sa carrosserie étaient également anti-rouille. Dites adieu à de nombreux entretiens supplémentaires, insistait la publicité. La Pinto, c'est une petite idée plus futée. C'était la publicité qui a été diffusée sur des milliers d'écrans de télévision en septembre 1970. Seulement 4 mois plus tard, 100 000 unités avaient déjà été achetées par les consommateurs. La Ford Pinto est rapidement devenue la sous-compacte la plus vendue en Amérique, spécialement conçue pour concurrencer les importations européennes et japonaises. C'était la première sous-compacte produite par Ford Motor Company. La Pinto serait proposée en 3 principales carrosseries, une berline 2 portes, une berline à haillons 3 portes et un break 2 portes. Bien qu'elle ait été une voiture populaire, bien accueillie et pratique tout au long de ses 10 années de production, la Pinto a commencé à susciter de sérieuses controverses concernant sa sécurité. La controverse a culminé avec le scandale de la Ford Pinto en 1970. Il s'est avéré que le prix abordable de la voiture était lié à un défaut fatal dans sa conception. Les ingénieurs de Ford ont relevé une erreur majeure dans la conception du véhicule. Le réservoir de la Pinto était placé trop près du pare-choc arrière. Lors d'un impact pendant un accident, le réservoir pouvait exploser, provoquant des incendies graves et mortels. Au lieu d'un rappel, la société a juste baissé le prix de la voiture. La société a également découvert qu'il était bien moins coûteux de payer pour les procès liés aux blessures corporelles que de rappeler tous les Pinto qu'elle avait vendus. Les procès pour mort injustifiés tournaient autour de 30 millions de dollars, alors qu'un rappel aurait entraîné une perte d'environ 120 millions de dollars. Au cœur du scandale Ford, il y avait un document qui allait devenir connu sous le nom de Mémo Pinto, un rapport interne qui représentait la culpabilité de l'entreprise. Le rapport comparait les coûts des améliorations de sécurité et des indemnisations légales. Ford choisit finalement la seconde option, privilégiant l'argent à la sécurité humaine. Ce n'est qu'en février 1977 que la situation a finalement changé. Cette année-là, un journaliste d'investigation nommé Mark Dewey publia un reportage révélant que Ford était au courant des défauts, mais avait choisi de les ignorer. Pour la première fois, la note interne sur la Pinto a été largement médiatisée.
Un an plus tard, bien que la société ait été acquittée, elle fut accusée d'homicide après un accident mortel très médiatisé impliquant une Pinto, causée par ce défaut de conception. En 1979, Ford serait de toute façon contraint d'organiser le rappel. La même année, la société serait également confrontée à la plus lourde condamnation jamais prononcée dans une affaire de dommages corporels, devant verser 128 millions de dollars aux victimes, avec environ 500 accidents liés à la Pinto signalée. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Moi, c'est Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.